Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a jamais caché son goût des espèces en danger, des grands animaux fragiles à préserver de l'extinction comme par exemple les éléphants ou les réalisateurs qui peinent à maintenir la dernière goutte de cinéma dans leur production. C'est comme ça, voir ces jadis magnifiques spécimens au seuil de la disparition, ça nous serre le cœur. Aussi, c'est avec ce mélange de tristesse et de respect que nous nous préparons à nous attaquer au Dumbo de Tim Burton en compagnie d'un trio de braconniers de la critique. Daniel Andrieff, salut Daniel. Salut. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas, alors, excuse-moi, j'ai été pris par le Larsen. Le Larsen, d'accord, très bien. Et David Honora, salut David. J'ai cru que t'allais dire des bras cassés, mais braconnier c'est pas mal. Bonjour. Salut David. Salut David. Ça commence très bien, épisode 183 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Vous êtes très dissipé, je le sens déjà. Dumbo donc nous raconte, c'est étonnant, à peu près la même histoire que le grand classique de Disney, puisqu'il s'agit de son adaptation live action, la grande mode du moment. On y retrouve donc le jeune éléphanto sous la garde d'un ex-artiste de cirque incarné ici par Colin Farrell, dont les enfants vont découvrir des capacités extraordinaires puisque la bestiole peut voler. Welcome, baby Dumbo. We're all family here, no matter how small. You have something very rare. You have wonder. You have mystique. You have magic. Derrière la caméra, on l'a dit, c'est donc Tim Burton et aux côtés de Colin Farrell, on trouve Danny DeVito, Michael Keaton et Eva Green. Votre avis sur ce Dumbo, les amis. C'est avis, c'est deux mots qu'on confond assez facilement. David Honora. Franchement, c'est pas horrible. Non, mais... C'est la meilleure micro-critique de l'année. Franchement, ça va. Non, mais en fait, moi, j'attends vraiment plus grand-chose de Tim Burton oui. depuis un moment. J'étais même pas allé voir son précédent film, dont j'ai oublié le titre, Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'avais fait l'impasse. C'est les X-Men. Et j'aurais pu faire l'impasse sur Dumbo si cette mission ne nous avait pas été confiée d'aller le voir. De rien. Mais en voyant le film, déjà, je trouve que j'ai l'impression, peut-être que mes camarades ne seront pas d'accord avec moi, mais que j'ai pas l'impression que c'est un film qui se fout de ma gueule, je trouve que ça raconte assez bien l'histoire que ça essaie de raconter. J'imagine très bien les motivations de Burton de faire ce film et la manière dont il se projette et il s'identifie bien au personnage de Dumbo, en l'occurrence un éléphant qui est un peu pointé du doigt, dont tout le monde se moque, et parce qu'il n'est pas comme les autres. Et donc c'est des thématiques dans lesquelles il est très à l'aise, et en même temps c'est une des grosses limites du film qu'il a déjà traité maintes et maintes fois et de bien meilleure manière. Mais malgré tout, j'ai quand même l'impression de voir le film d'un cinéaste. C'est parfois mis en scène de manière pas trop dégueulasse. C'est aussi un film d'auteur pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que je le vois très bien se projeter dedans. Le score de Danny Elfman tient plutôt bien la route. Voilà, c'est un film où je trouve pas ça du tout honteux d'emmener ses enfants voir ça parce que je trouve que ça tient la route. Et puis par ailleurs, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que ça raconte. En fait, on se pose une question, c'est-à-dire que même quand on a voir le film, je me dis mais attends, mais qu'est-ce qu'il allait encore se fourrer à faire des trucs avec Disney, quoi. Il en a pas marre dans sa vie d'avoir été rejeté je ne sais combien de fois par ce studio, d'avoir été traité comme une merde, aussi maltraité. Ouais. Et en même temps, je trouve que ça raconte un petit peu ça. Donc l'histoire de Burton avec Disney, c'est dès les débuts quand il travaille
sur son projet d'animation, de court-métrage d'animation, Frankenweenie dans les années 80, et il est un peu mis au banc par les exécutifs de Disney qui trouvent que c'est pas du tout adapté à ce qu'ils imaginent de faire pour les enfants à l'époque. Il bosse un peu sur des designs qui sont rejetés pour Rox et Rookie, parce que pareil, il est dans une ligne esthétique qui correspond pas au canon défini par le studio à l'époque. Et puis il a eu une histoire, que ça soit sur la production de L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui a été très compliquée avec Disney, dans laquelle il a été plutôt maltraité, quoi. Et jusqu'à beaucoup plus récemment Alice au Pays des Merveilles, qui de fait est un assez gros succès, mais qui encore une fois a valu de se faire plus ou moins rejeter derrière par le studio. On peut se poser les questions de... Ils ont fait une suite quand même. Oui, mais en tout cas Burton là-dedans est hyper déconsidéré, quoi. Et en fait... Par qui ? Je trouve par Disney. À l'époque, qu'il était viré, quoi, pour la suite. Il n'a pas eu de moi je pense qu'il voulait pas la faire. Ouais, donc ça je sais pas trop, mais et du coup là-dedans il y a un truc qui est assez marrant, c'est le timing de la sortie du film, qui sort en fait pile au moment où Disney va racheter la Fox, et en plus annonce qu'ils vont virer 4000 employés, et qui est une partie de ce que raconte le film, d'un grand centre de divertissement qui s'appelle Dreamland, qui rachète du coup un plus petit cirque itinérant, et qui en vire tous les employés, et que cet acte-là va se retourner contre l'Empire, qui va tomber en ruine, et du coup je trouve qu'il y a un truc qui résonne de manière marrante, qui est plutôt une coïncidence, mais qui voilà, en ce moment, dans le contexte économique et dans l'actualité de ce qui se passe autour de Disney, est intéressant. Donc voilà, tous ces éléments font que je me suis pas particulièrement ennuyé, que j'ai l'impression d'avoir vu un film pour enfants, qui m'est pas spécifiquement adressé, mais que je trouve plutôt honnête dans le cadre de ce qui nous est offert par la production actuelle. Je trouve que ça tient la route. Daniel ? Alors déjà, il y a un petit souci, je dirais, d'ordre visuel, puisque pendant tout le film, d'abord la photographie, je sais que à nos ciné, on a dit du mal du dernier Frère Cohen, où il y a la chromo très particulière. Là, c'est absolument immonde à regarder du début à la fin, en fait. Tous les plans, les gens ils regardent pas dans les bonnes directions, enfin tout cette espèce de chromo post-Instagram un peu sirupeuse pour faire croire que c'est le début du siècle, et tu vois Colin Farrell là-dedans, et tu vois tous ces acteurs qui sont en train de se démener alors qu'ils sont tous devant fond vert. C'est vraiment c'est à ne pas faire, à mon avis. Et puis surtout simplement le fait de regarder Dumbo, mais en fait pénible. C'est ce que j'appelle le syndrome Battle Angel Dumbo, en référence à Alita, en fait. Alita, ça passait parce qu'au bout d'un moment, je sais pas comment, à force de matraquage et de trucs, et finalement de la performance de l'actrice, tu l'acceptais. Dumbo, c'est jamais arrivé. Jamais. Pour moi, je trouvais trop chelou de visage. Et alors, est-ce que ça serait pas, en fait, finalement une réussite, puisque le but de Dumbo, finalement, c'est d'être un fric et d'être pointé du doigt, et finalement, est-ce que c'est pas l'Elephant Man de Tim Burton qui n'a jamais réussi? Il y a plein de questions qui se posent, et je trouve que David a bien souligné ça, c'est que ça s'inscrit vraiment bien dans la filmo. Et à ce moment-là, à partir de là, le film, j'étais en pleine checklist et je me disais check, ça c'est ça, les enfants pointés du doigt, les frics, check, on a presque eu la femme à barbe, mais tu sens que il n'est pas allé jusqu'au bout. Il y a eu donc la femme sirène, il y a tu sens que c'est le petit Freakland du cirque, ce petit monde. C'est un univers en plus qu'il avait complètement déjà exploré avec Big Fish, quoi. Littéralement, c'est les t'as mêmes l'impression qu'il personnages. reproduit le truc en moins bien, quoi. Enfin, Et ce qui est déjà à l'époque n'était pas. Je suis pas fan de Big Fish, mais en plus t'as les mêmes personnages, le personnage du grand dadais
qui regarde de loin et qui a l'air de rien faire du tout. Pareil, c'est Big Fish. Enfin, genre, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film 15 000 fois, sauf que il n'y a pas Johnny Depp, donc déjà c'est Pas plus mal. c'est un, Johnny Depp d'aujourd'hui. c'est un petit peu Une respiration quelque part. une respiration, exactement. C'est un vent d'air frais. Je suis très surpris en termes de checklist. Il n'y a pas beaucoup de clowns. Je m'attendais à ce qu'il y ait un déluge de clowns parce que c'est quand même un de ces trucs, que ça soit le Joker, que ça soit dans tous ces films, il y a toujours des clowns. Il y en a très peu finalement. Et du coup, le clown finalement, c'est le méchant. Donc le méchant, je trouvais qu'il était... c'est Keaton qui revient. En fait, il y a tout un paradoxe de voir Keaton avoir fait le gentil en 88 et qui revient faire le méchant en 2019. Il y a vraiment un arc de vie. Il avait déjà un peu abordé le rôle du méchant dans Spider-Man plutôt efficacement. C'était le meilleur dans Spider-Man à mon avis. Et là, c'est lui le clown. Il fait un méchant clownesque. Il est, je veux dire littéralement, c'est ce que tu disais, David. Il y a tout un truc sur le parc Disney en fait. Et je me demande à quel point ils lui ont laissé carte blanche pour faire ça, alors que pour un film pour gamins, je trouve qu'il va assez loin. Il dénonce quand même un système de parcs d'attractions. Il montre que les parcs d'attractions c'est pas bien et que le mieux c'est la structure familiale et tout. À tel point que le parc il explose comme si c'était la base de James Bond, tu vois, la base dans un genre c'est n'importe quoi. Du coup, ce film, mais bizarrement sympathique, ça ne veut pas dire que je le recommande du tout. Stéphane. Moi, je suis un peu désensibilisé maintenant sur Burton parce que ça fait vraiment longtemps que non, mais non, parce que ça a été un cinéaste qui était extrêmement important pour moi jusqu'à à peu près début des années 2000. Et vraiment quelqu'un dont j'attendais vraiment les films à chaque fois. Je suis un énorme fan de Batman Returns, de Edouard aux mains d'argent, De Beetlejuice évidemment. Et en fait, là où c'est un crève-cœur pour moi à chaque fois de voir ces films, et c'est pour ça que je suis de plus en plus désensibilisé au fur et à mesure, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement cohérent avec lui-même et extrêmement cohérent vis-à-vis de ce qu'il raconte. Alors, il y a les thèmes dont on a parlé, mais il n'y a pas que ça, il y a les images en fait. C'est-à-dire que par exemple, l'apparition dont on parle Michael Keaton, quand on parle de Michael Keaton, et Daniel a fait un parallèle avec ça, c'est-à-dire le voir jouer le gentil chez Burton, quand c'était Batman par exemple, en 89 ou en 92. Et le voir jouer le méchant là, en fait, pour moi, ça a une signification très spécifique, d'autant plus qu'il est vraiment introduit exactement de la même manière que dans Batman Returns, c'est-à-dire dans son bureau, avec la lumière qui passe à travers la vitre et tout. Et c'est là où tu te dis, bon, alors en fait, ces espèces de parallèles qu'il fait en fait avec sa propre carrière, même si je suis même pas sûr qu'il s'en rende compte, en fait, Burton, c'est-à-dire je pense qu'il a ses images clés, il les incarne d'une certaine manière, et en fait, c'est la façon dont il va les incarner qui, pour moi, définit ce qu'il est censé être aujourd'hui et ce qu'il est censé la façon de penser. Et c'est un problème. Alors maintenant ça fait maintenant 15 ans que j'ai fait le deuil de Burton, parce que je pense que à moins comme c'est quelqu'un qui vit les choses, je pense vraiment, c'est pas tellement un cinéaste, je trouve, au sens technique du terme, même si c'est amélioré avec le temps, ça on peut le dire. Moi je trouve que le film, effectivement, comme Daniel, je le trouve dégueulasse visuellement, c'est horrible, mais par contre c'est quelqu'un qui incarne en fait les choses, donc pour moi, quand tu fais un parallèle, par exemple, entre Edouard aux mains d'argent, où tu vois le générique avec la fabrication de toutes les petits automates et tout qui est complètement, chacun est unique, chacun est différent. Et en fait, quand tu fais le parallèle avec, par exemple, le générique de Charlie à la chocolaterie, où tous les chocolats sont les mêmes et c'est vraiment cadré de la même manière, et en plus c'est en numérique, donc c'est vraiment dégueulasse. Là, tu te dis, ok, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il est où le cinéaste de l'époque, quoi ? Donc c'est pour ça que pour moi maintenant, enfin, tu vois, je cherche même plus à savoir à quel moment il essaye justement de critiquer tout ça, parce que moi je pense pas que le personnage de Dumbo ça soit son personnage référent dans le film. Je pense que le personnage référent c'est le personnage de Danny DeVito, qui est l'espèce de chef de cirque là en fait, qui essaye d'attraper tout le monde et de faire sa tambouille avec ça, et qui effectivement à la fin se dit merde, je peux pas bosser moi avec un empire comme celui-là, et qui va directement voir la banque. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est ça tes considérations actuelles aujourd'hui, c'est vraiment ça ton problème, c'est comment tu vas arriver à faire financer tes films, où t'en es. Et du coup, indépendamment de la revanche qu'il a pu avoir sur Disney, parce que tout ce que disait David est vrai, il s'est fait traiter, en tout cas dans les années 80-90, comme de la merde par Disney. Cette revanche, moi j'ai l'impression qu'il l'a eu avec Alice au Pays des Merveilles. Il est aussi dans un espèce de système, parce que ça on en a pas trop parlé dans nos ciné, je crois qu'on n'a jamais fait de nos ciné sur les adaptations live de Disney.
Disney. Non, C'est on quand même on a vaguement parlé du livre de la jungle une fois. Voilà, crois, mais c'est quand même la troisième manne actuelle de Disney. C'est-à-dire, il y a Star Wars, il y a Marvel et il y a ça. Et moi, je me rappelle d'une phrase de Burton à l'époque de Batman Returns où il disait ouais, j'ai besoin d'être extraordinairement indépendant, j'ai besoin de faire les films tels que je l'entends, j'ai besoin qu'on me laisse les clés. Peut-être que dans 15 ans, je demanderai au studio de me laisser faire Police Academy, mais là maintenant, laissez-moi faire mes films. Mais bah là, j'ai l'impression que c'est ce qu'il fait en fait. Il fait Police Academy, le Police Academy d'aujourd'hui, quoi. Et prochaine direction, c'est Marvel ou Star Wars. Tu vois, je sais pas trop ce qu'il peut, mais je sais même pas s'il pourrait fitter là-dedans, quoi. Ou le reboot de Police Academy. Ou le reboot de Police Academy. Que nous attendons Je suis tous. pas complètement sûr que ça soit le personnage de Danny DeVito, son personnage référent, parce que la petite fille, elle incarne exactement tout ce qu'il raconte tout le temps, le droit à la différence, son père qui l'oblige à faire ça et elle veut pas. C'est-à-dire que en fait, quand tu regardes par exemple un film comme Alice au Pays des Merveilles, où tout le trip à la fin, en fait, c'était comment elle allait récupérer l'héritage de son père pour et faire de l'import-export. De l'import-export avec les Chinois, ce qui était quand même la grosse problématique d'Hollywood à l'époque, tu vois. L'esclavagisme. Non mais voilà, donc en fait, quand tu vois tous ces trucs-là, pour moi, je te dis, il est dans cette direction. Et il y a cette autre phrase en fait qui m'avait toujours surpris à l'époque, surtout de la part de Burton, parce que t'aurais entendu ça chez Spielberg, chez Cameron, chez machin, t'aurais dit bon. C'était à l'époque de Romain d'Argent, il disait. Vous savez, moi, je fais du cinéma, donc l'argent d'où qu'il vienne en fait d'une banque ou de la mafia, j'en ai rien à foutre, tant que je peux faire mon film. Et c'était pas des considérations qui existaient dans ces films à l'époque. C'est-à-dire que donc du coup, tu te disais, pas de problème, tu vois. Bon, c'est une phrase, il est à peu près réaliste, conscient en fait du système. Sauf que là, en fait, il le dit littéralement dans ses films, quoi. C'est ça qui est hallucinant, quoi. Et voilà. Et après, en termes d'adaptation pure, si on doit vraiment parler de ça, parce que c'est quand même une adaptation de Dumbo, je suis désolé, Dumbo, ça a beau être un film pour enfants. Il y a quand même une façon justement de traiter le truc qui est complètement différente. Là, par exemple, ils refont la scène des éléphants roses. Ouais. Bon, moi, Dumbo, c'est pas mon Disney préféré, je m'en fous un peu, mais le truc, c'est que la scène des éléphants roses, en fait, si vous vous rappelez dans le film ils se bourrent la gueule, quoi. Ils se bourrent la gueule, et en fait, donc, t'as quand même un truc sur l'alcool autour de ça, quoi. Et là, aujourd'hui, c'est rien tout ça, c'est dans le spectacle. C'est Dumbo qui est émerveillé par le spectacle, et t'as juste un perso qui fait des éléphants roses, et l'autre, il fait, pourquoi pas. C'est ça, il y a besoin d'un bout de dialogue pour te dire que c'est la scène des éléphants roses, sinon tu fais pas le lien, quoi. Et du coup, en fait, tu te dis, on en est arrivé à un stade où aujourd'hui, même dans la situation dans laquelle on est, faire un film familial où on peut pas montrer un personnage en état d'ébriété, parce que ça risque de choquer les ligues familiales ou je sais pas quoi, et en fait voilà. Et donc Burton, le grand cinéaste, les éléphants tapaient dans l'original, ils se défendaient et ça c'est un truc qu'on voit pas. Mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est qu'on en est arrivé à un stade où le grand rebelle d'Hollywood, qui était Tim Burton, en fait, il plie les choses en fait pour pouvoir les faire rentrer et juste dire on est obligé de mettre cette scène comme on est obligé de mettre la scène des clowns justement et du feu, comme on est obligé de mettre toutes ces scènes qui sont clés dans Dumbo, mais en fait on les détourne de façon à ce que ça fasse pas trop peur, pas trop pas trop mal, qu'on se pose pas de questions, tu vois, qu'on se dise pas mais attends, mais même si c'est un éléphant il est bourré, c'est normal, tu vois. Non, donc en fait pour moi c'est un céphalogramme plat, si ce n'est que oui, il y a moi je trouve une petite morale un peu pourrie, quoi, derrière, un peu dégueulasse, et qui encore une fois en fait me poserait pas de problème si c'était réalisé par je sais pas moi, tu vois, Barry Levinson, m'en foutrait, quoi, tu vois, mais on parle quand même de Tim Burton qui a 15 ans de carrière avant ça, en fait, si tu veux, en tout cas les 15 premières années de sa carrière, c'était quelque chose qui vilipendait clairement. Enfin, quand tu regardes Mars Attacks, il s'attaquait littéralement à ça, hein. Donc aux sociétés de consommation, à tous ces trucs-là. Donc à un moment donné, t'as envie de dire regarde ce qui était devenu aussi, quoi. Non, et puis, alors mine de rien, je trouve qu'il y a une petite différence par rapport au modèle appliqué aux autres productions Disney, notamment sur Marvel en particulier. C'est que, en fait, le moule dans lequel il est, finalement, c'est lui qui l'a conçu avec Alice au Pays des Merveilles. C'est-à-dire cette relecture en live et en numérique des univers de contes qui a donné lieu à d'autres films dans lesquels il y a notamment eu le Oz de Sam Raimi, qui est aussi un film à part et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que et il y a eu plus récemment, je l'ai pas vu, mais un Casse-Noisette qui on a l'impression que c'est vraiment aussi dans ce moule esthétique, en plus des adaptations de Cendrillon, de La Belle et la Bête, etc.
En fait, du coup, si je vous rejoins totalement sur le fait que c'est le fantôme de ce qu'il a pu être. Enfin, ça n'a aucun intérêt par rapport à. Moi, je pense pas que ce soit le fantôme. Je pense que c'est vraiment le mec en fait qui a vraiment Oui, lâché Mm. tout ce qu'il a été. C'est-à-dire, c'est Qui est pas une passé question de fantôme, il est l'artisanat vraiment à l'industrie. à l'inverse total, quoi. Si vous me permettez, juste pour illustrer ce truc, c'est que pour moi, Tim Burton, le problème c'est qu'avant il faisait des films pour lui, et après à passer un certain cap, il a fait des films pour ses gosses, et ça se voit en fait. C'est-à-dire qu'il fait des films comme il les aurait fait avant, mais moins bien, plus pour ses gosses, en se disant pour mes gosses, je mettrai pas ça, et du coup, c'est pour ça que ces films ont l'air un petit peu. Je sais pas, je dirais pas pipi de chat, quoi, mais moi je pense pas, je pense qu'il continue à faire des moins films pour lui, c'est intéressant, juste ouais. que ce que lui il est devenu, c'est pas un mec super recommandable. Moi c'est ça mon approche du truc. Voilà, j'irai pas jusque là, mais Non, mais en tout cas il fait des films, excuse-moi David, Ouais, c'est juste pour dire, le Dumbo original c'est un cas très rare chez Disney, c'est un film qui dure 1 heure. Oui. Et là il dure 2 fois plus. Qu'est-ce que ça a 2 fois plus à nous raconter, en fait? il a pas- Tout ce truc sur le parc d'attractions. Ouais, et c'est pas. Oui, parce que ça s'arrête. Normalement, Dumbo, il s'en va et clac, il apprend à voler. Là, on a 6 fois la séquence de il s'envole et les gens sont émerveillés, genre 5 ou 6 fois. Sauf les spectateurs. Moi, genre à la 4e, j'ai dit bon, c'est bon. Et ensuite, ils nous la font une 5e fois et j'ai fait c'est pas possible, quoi. 5e fois, tu vois la petite plume. Est-ce qu'il va attraper la petite plume? C'est ça, les seuls suspects de The Film, c'est est-ce qu'il va attraper la petite plume? Et finalement, la morale est la même parce que c'est la petite fille et pas la petite souris qui va lui dire. C'est la petite fille, elle va lui faire. Tu sais, la plume, c'est rien. Moi aussi, on m'avait donné une petite clé magique et en fait, j'ai compris qu'elle servait à rien. La petite clé, il faut croire en toi-même et voilà. C'est la même morale, mais en moins bien. Ouais, David, pour alors finir. ça pour le coup, effectivement, ça c'est la recette des Disney actuels de gonfler artificiellement les films en répétant 15 fois les mêmes séquences narratives. Mais, non, ce que je voulais juste dire, c'est que j'ai quand même l'impression que en tout cas que c'est pas le film de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que contrairement au Marvel ou non, que mais c'est clairement quel un que film de soit Tim voilà, Burton, là hein. c'est Tim Burton et C'est tout le problème. et au moins il y a ça. Moi, je préfère quand Tim Burton il fait La Planète des Singes où c'est pas totalement lui, même s'il essaye de faire vraiment un film pour le studio, où au moins il essaye de caler ses trucs dedans. C'est dommage qu'il se fasse avoir plutôt que de regarder un film là où tu vois, on dit 1 heure sur le parc d'attractions. Ces questions-là, elles étaient déjà en fait comment faire son art, tu vois, avec l'argent, comment manipuler. Ça, c'était déjà dans Ed Wood. Le seul problème, c'est qu'en fait, dans Ed Wood, il allait s'acoquiner avec des mecs et puis en fait, il faisait quand même son truc et les gens le regardaient en disant mais qu'est-ce que tu branles en fait, qu'est-ce que t'es en train de foutre, on a payé là pour ton truc. Alors que là, en fait, à la fin, les banquiers sont très contents, ils le regardent, ils fument le cigare avec lui et tout, etc., etc. Donc c'est pour ça que pour moi, je te dis, c'est un problème en fait de voir ce type-là en fait vraiment se poser la question de comment je vais comment dire utiliser le système pour mon profit financier. J'ai l'impression presque parce que artistiquement parlant, ça fait longtemps qu'il est mort. Alors qu'avant, il se posait vraiment les questions de comment est-ce que je vais profiter du système pour pouvoir faire mon art, pour créer mon art, quoi. Ouais. Et du coup, il y a un truc qui est vraiment lié à la transposition au live, c'est qu'un certain nombre d'émotions, de séquences et de réactions des personnages qui étaient des animaux dans le dessin animé, ici sont transférés sur des humains, et ça fonctionne pas du tout, et notamment la manière dont est reçu le personnage de Dumbo. Qui est montré comme un personnage ridicule, ça ne marche pas avec des humains parce que tu te dis pas on s'en fout, ok, il a des grandes oreilles, mais Oui. ce truc qui était que quand c'est le regard de ses pairs, enfin d'autres éléphants, ça fonctionne mieux que quand en fait c'est des humains qui disent regardez, il a des grandes oreilles donc il est nul. Enfin ce truc et le problème c'est que Les gens vont-ils dans les zoos pour se moquer des animaux? Je ne sais pas. c'est le fondement du film. Et, Oui. c'est la base du truc, et ça ne marche pas du tout. Et c'est un vrai problème. Pour terminer, chers amis, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations dans l'univers de votre choix. On n'est pas obligé de rester dans le live action de Disney. On a compris que c'était pas forcément notre plus grand plaisir. On peut pas recommander Aladdin On peut déjà. Non, pas obligé. Lion King par avance non plus. Non, Tous non, ces non, bons non, films dont non. on va parler cette année. Tout ce dont on va se régaler. Tiens, Daniel, justement. Bah écoute, j'ai failli recommander Miss Peregrine parce que je me suis dit c'est dans ces 20 ans de désert qui vient de franchir, je trouve que c'est un des plus regardables parce que tu peux t'imaginer que finalement c'est une métaphore, c'est les X-Men en fait. C'est un mentor dans une maison éloignée avec des pouvoirs qui cachent Des enfants qui ont des pouvoirs voilà, aussi. voilà. Donc c'est genre ça fait un peu X-Men, mais c'est plus intéressant que les films de X-Men.
personne ne dira le contraire. Sinon, moi, quand même, il faut parler d'un film animalier. Je sais que Stéphane en a un en tête. Donc, je vais lui laisser mon film d'animaux préféré, sans CG, avec des vrais animaux. C'est L'Ours de Jean-Jacques Hano. Je suis absolument fan de ce film. J'adore ce film. Je pense que c'est un des plus beaux climax du cinéma de tous les temps. Donc on pleure beaucoup quand même. Hein, on pleure beaucoup. Ah bah ouais, j'ai pleuré moi. Ah, moi on était sortis, toute la classe était allée voir L'Ours et tout, c'était la sortie et tout. Non, vraiment L'Ours, j'adore ce film. Donc voilà, si vous voulez voir un vrai film d'animaux avec des vrais animaux et pas en CG, parce que je crois qu'il y a aucun animal en set là-dessus. Dans le Burton. Ouais, je crois que il y a à peine des acteurs, tu sais déjà, donc c'est compliqué d'avoir des animaux en plus. Donc voilà, L'Ours de Jean-Jacques Hano. Très bien, David. Moi, je vais partir très loin, à l'opposé total. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire comme reco là-dessus? Tu pourrais recommander ton pull rayé. Oui, parce à que la j'ai Burton. un pull à la Burton, paraît-il. Et du coup, je vais partir sur complètement autre chose et je recommande Un éléphant, ça trompe énormément. Ah, j'ai failli la faire. T'es trop fort. D'Yves Robert. Évidemment. Yves Robert qui, je pense, c'est un... 2 films français dans la même émission, ça va les amis là, vous c'est- êtes- Bientôt un rigolo. Ouais, Sur bientôt, YouTube. ouais. Non, mais Yves Robert, je pense que c'est un des cinéastes français les plus sous-estimés parce que c'est un très grand réalisateur de comédie, mais en plus, quand tu regardes ses films, il a, je trouve, un vrai sens de la mise en scène, de la caméra. Alors ça se voit plus ou moins sur certains films, et Un éléphant, ça trompe énormément, c'est pas forcément celui sur lequel c'est le plus parlant. Mais voilà, c'est un film d'une bande de mecs. Il y a Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos, qui sont quand même des bons connards avec leurs femmes. Et voilà, c'est une très bonne comédie française que je recommande. Tout à fait. Stéphane, t'as aussi une bonne comédie française. Non, mais on a parlé de la façon dont Disney traite en fait ses anciennes licences. On va dire. Ouais, non, mais voilà. Donc il y a par exemple, je pense à un film comme ça qui est assez m'a un petit peu énervé à l'époque. C'est même si ceci dit c'est pas le pire de tous, là c'est le Livre de la jungle. Et il m'a énervé pour une raison très spécifique en fait. Et c'est quand même la façon dont ils ont traité le serpent dans le film. Qu'ils ont féminisé, c'est Scarlett Johansson qui joue le rôle quoi. Alors moi cette mode là comme ça où on féminise les icônes masculines comme ça pour les transformer en femmes, tout ça pour aller dans la direction de Twitter. Merci quoi, ça suffit. Donc c'est quel type de serpent? Alors je sais plus, mais c'est pas forcément un anaconda, hein, j'ai pas l'impression. Tu vois, mais ça c'est le problème. Non, tu vois. il l'étrangle, c'est un boa constrictor, non? C'est un boa. Non. Je sais pas, c'est Scarlett Johansson. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu, quoi. Et donc, Ouais, en je vois fait, ça, moi, ça j'ai envie de t'énerve. dire, voilà, Stéphane Moïsaki, puisque tous c'est les comme ça, après-midi sur privilégier RMC. l'original, privilégier Anaconda. Voilà, c'est tout. Anaconda, c'est un homme. On est d'accord, on sait monsieur. pas. Mais non, On c'est dirait. pas. Mais non, C'est sûr. Mais non, c'est vrai. c'est asexué. Ah merde. Bon, bah alors, je scratch tout ça, juste revoyez Anaconda. Voilà, c'est tout. Ah, quelle honte. C'est un python. C'est un ok, python. merci. Heureusement qu'il y a des gens qui Non, Anaconda, vérifient. c'est un Anaconda. Non, mais Non. bref, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois, merci à Quentin la technique et Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.